Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet deuxième épisode de cycle de webinaire de la recherche. Ça s'est passé 3 minutes, donc je pense qu'on peut démarrer doucement pendant que les autres nous rejoignent. Donc, comme disait Marie, c'est enregistré. Donc, si vous voulez pas apparaître dans l'enregistrement, vous pouvez couper votre caméra. Les questions sont toujours, vous pouvez toujours les poser dans le chat et à la fin, on va avoir quand même un temps d'échange avec vous où vous pouvez prendre la parole en levant la main. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup Mathilde Rinotinassi, donc chargée de recherche à l'IGEP, pour avoir accepté l'invitation à participer à ce deuxième épisode. Juste pour ceux qui connaissent encore pas les cycles de webinaire, donc l'idée d'écouter la recherche avec le NMA était de proposer un moment de partage des avancées de ma thèse, mais aussi d'avoir des invités comme aujourd'hui Mathilde pour partager la recherche avec les acteurs du terrain et toujours dans ce sens de faire le lien entre ces deux mondes, si je peux dire comme ça, entre guillemets. Donc, aujourd'hui, mon rôle, c'est pas vraiment de présenter les avancées de ma thèse, comme c'était le cas pour l'épisode 1, mais plutôt faire vraiment cette pont entre la recherche académique et les acteurs du terrain. Par rapport au choix de la thématique du jour, le réseau, le RNMA, est en train de réfléchir, de construire son nouveau projet stratégique. Donc, il nous semble intéressant de mettre en lumière comment l'action publique autour du soutien à la vie associative se construit-elle au niveau national. C'est vrai que quand on avait choisi cette thématique, il n'y avait pas ces contextes politiques actuels. Ben bon, donc là, c'est encore plus intéressant, je pense. Donc, pour réfléchir à tout ça, cet épisode est consacré à la présentation du travail réalisé par Mathilde Renotinassi et Emmanuel Porte, intitulé Les soutiens nationaux à la vie associative, enquête exploratoire sur une action publique limitée. Donc, il est sur le site de l'INGEP, le rapport complet de l'étude, si vous avez l'intérêt de le télécharger. Donc, cette présentation va nous permettre de questionner quels sont les grands objectifs de l'État vis-à-vis de la vie associative, quelles sont les formes de soutien à la vie associative au niveau national et aussi quelques pistes de divergence et convergence au niveau local. Et ensuite, nous ouvrons pour les questions-réponses et le débat. Voilà, donc je passe la parole à Mathilde et merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation à partager ces travaux du RNMA et puis surtout ravie de pouvoir en discuter avec Luciana. Peut-être pour commencer, et hop, que je vais remettre quand même sur mes petites notes et vous partager l'écran. Hum, Ça s'affiche bien. Luciana, ça s'affiche bien? Ouais, ok, super. Non, c'est pas ça que je veux faire. Alors, peut-être avant de commencer, rappeler très vite le contexte dans lequel on a commencé à travailler sur cette recherche. C'était déjà il y a un petit bout de temps, j'expliquerai pourquoi, mais en gros, on a commencé à travailler cette recherche à la fin, enfin mi-fin 2019. On avait en fait au départ deux constats. Le premier, c'est qu'il y avait un certain nombre de littérature sur le sujet qui pointait un peu l'illisibilité en fait du soutien à la vie associative. Il y avait notamment des rapports de l'inspection générale qui avaient été publiés en 2009 et en 2016 et qui voilà expliquaient que notamment les sigles, les labels d'un certain nombre de dispositifs de soutien à la vie associative, c'était un peu difficile de le comprendre. Donc là, j'ai une petite phrase qui avait été citée, par exemple, dans un rapport de l'inspection générale qui disait il existe des CRIB, donc les centres de ressources et d'information des bénévoles, qui sont des PAVA, donc les points d'appui à la vie associative, des CRIB non PAVA,
des PAVA non CRIB, des labels locaux PIVA, point d'information pour la vie associative dans les Hauts-de-France, et des labels portés par des structures privées. Et donc, il pointait comme ça à l'idée que les associations avaient parfois du mal à s'y retrouver. Et autre constat à côté de cette littérature qui pointait, voilà, c'est peut-être cette illisibilité, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de soutien, mais en tout cas une relative illisibilité, c'était le fait qu'on finalement on connaissait assez mal. Alors on connaît un certain nombre de dispositifs qui sont portés par le ministère de la Jeunesse, hein, qui a été intégré au ministère de l'Éducation nationale en 2021. Et son rôle historique en matière de coordination des interministériels des politiques publiques à l'égard de la vie associative, mais finalement, on a, on n'avait pas, on n'a pas de visibilité euh, sur ce qui peut être fait par les autres ministères au niveau national. Et pourtant, on sait que voilà, chaque ministère, chaque organisme de sécurité sociale en France rentre en contact avec la vie associative et a développé parfois des dispositifs ou des manières de soutenir ou d'accompagner la vie associative, d'ailleurs sans que parfois ça ne soit formalisé comme tel. Par exemple, le ministère de l'économie il va agir en faveur des associations au moyen des politiques fiscales qui sont déployées par l'État au bénéfice du secteur, alors que le ministère de l'Intérieur va effectuer des missions plutôt régaliennes au travers de la greffe en fait des associations, avec tout ce qui tient de la déclaration et de l'instruction de cette déclaration. Et je pourrais en citer d'autres. Donc l'idée, c'était aussi de pouvoir faire une forme de panorama. En tout cas, c'était l'idée des politiques de soutien et de la manière dont se construit l'action publique de soutien à la vie associative. Donc avec euh, une grande question générale qui était finalement comment l'action publique autour du soutien à la vie associative se construit-elle? Alors, à la fois dans l'interministérialité jeunesse et sport, hein, plutôt les dispositifs qui étaient connus comme voilà, les PIVA, le réseau Maya qui aujourd'hui a glissé vers du Guidasso, et puis aussi ce qui est fait dans chaque champ ministériel, que finalement on maîtrise parfois moins quand on n'est pas une association issue, par exemple, du secteur de l'environnement. On regardait aussi comment les agents de l'État y contribuent et comment les fédérations, et ça ce sera mon dernier point dans ma présentation, comment les confédérations, les fédérations ou les réseaux associatifs s'y inscrivent-ils dans cette action publique de soutien à la vie associative. Alors, c'était une méthode qui était purement qualitative, puisqu'on a collecté en fait car on a réalisé 42 entretiens semi-directifs, donc dans 15 ministères ou organismes d'État. On a interrogé 19 têtes de réseau ou associations, 4 acteurs de l'accompagnement privé, 3 personnalités qualifiées et un responsable politique qui était à l'époque en poste sur les questions ESS, avec l'idée à chaque fois de creuser un petit peu derrière le discours, si j'ose dire, langue de bois, qu'on a pu avoir aussi dans certains ministères, savoir finalement quels étaient en fait les objectifs, les velléités derrière les doctrines de financement, les discours qui sont tenus sur le monde associatif. Donc, pour aller un petit peu aussi au-delà des discours, parfois, on a vraiment fait appel au recueil documentaire. Donc, par exemple, dans chaque ministère, on a demandé les doctrines de financement, les appels à projets qu'on a pu analyser. Euh, et puis, euh, euh, et puis, pareil pour les têtes de réseau, là, on s'est beaucoup intéressé aussi au rapport d'activité des têtes de réseau, idem pour les acteurs de l'accompagnement privé. Et puis, pour les personnalités qualifiées et responsables politiques, on interrogeait davantage la question de la vision, en fait, du soutien à la vie associative et comment ça s'insère vis-à-vis également de d'autres politiques publiques. Alors, c'était un drôle de terrain euh, pour plusieurs raisons. C'est qu'on a eu déjà un petit peu de mal à rentrer surtout dans les ministères. Alors, les têtes de réseau nous ont ouvert leurs portes, mais alors grand. Mais alors, par contre, les ministères, c'était compliqué avec parfois des ministères qui ont choisi de ne pas nous répondre, d'autres qui ont préféré transformer, on va dire, les conditions de l'enquête, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu des entretiens semi-directifs en face à face dans les bureaux avec les équipes, mais on a eu parfois des vidéos, parfois des coups de téléphone, parfois des non-autorisations d'enregistrer les entretiens. Donc, ça a été un terrain parfois un petit peu difficile. Euh, et puis ensuite, on a surtout une fermeture du terrain pendant 14 mois liée à la période du Covid, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aucune réponse. En fait, évidemment, tout le monde était occupé à autre chose, euh, plus aucune réponse pour interroger les ministères, pour interroger les têtes de réseau. Elles avaient bien d'autres choses, ils avaient bien d'autres choses euh, à lire. Donc, c'est un rapport qui finalement embrasse
plusieurs dimensions. Il y a une dimension historique qui explique pourquoi, en fait, le soutien à la vie associative, c'est devenu un enjeu des politiques publiques pour l'État. Alors, ce ne sera pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais je vous invite à lire le rapport si cette question-là vous intéresse. Et puis, c'était aussi retracer à la fois la manière dont les associations sont soutenues financièrement par l'État. On a évidemment travaillé un peu ce qui est sorti du jaune, et puis ensuite de réaliser, et je pense que c'est une partie du cœur du rapport, une typologie des formes de soutien à la vie associative. Et ça va être un petit peu l'objet aujourd'hui de cette présentation. Il faut savoir que on dit souvent, et c'est souvent présenté comme tel, c'est que euh, l'État financerait de moins en moins sous la forme de subventions et les montants, je vais commencer par là, les montants adressés aux associations seraient plutôt en berne de manière générale. Alors, je pense qu'il faut nuancer un petit peu ça pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est que euh, les versements par subvention sont à peu près stables. En tout cas, sur les dernières années, au travers du jaune association, on voit que le montant général par rapport aux versements qui sont effectués aux associations de subventions ne change pas. On est à peu près à 8,5 milliards d'euros de subventions. Ça augmente légèrement les années passées. Alors, qu'est-ce qui change? Ce qui change, en fait, c'est principalement qu'on a effectivement une augmentation du volume général des moyens attribués aux associations, mais qui ne sont pas seulement sous la forme de subventions. Il y a aussi d'autres formes de versements qui vont rentrer en considération. C'est-à-dire que le volume financier ne va pas être adressé sous la forme de subventions aux associations, ça c'est vrai. Et deuxièmement, c'est aussi que l'État finance de plus en plus d'associations au niveau national. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, les versements finalement sont un petit peu amoindris pour une association. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a un montant moyen et un montant médian qui va être en baisse chaque jaune budgétaire passant. Ça, en fait, c'est ce qui donne aussi l'impression en fait qu'il y a à la fois une baisse des montants alloués généraux, mais aussi une baisse de la subvention. C'est surtout qu'il y a un étalement sur le tissu associatif. Et ça pose aussi la question de ce qui peut être fait plutôt au niveau local. Euh, bon, ça, je ne rentrerai pas parce que c'est pas l'objet de ce travail, mais en tout cas, ça ouvre un champ de questions. Alors, au-delà de l'aspect financier, qui n'est finalement qu'une partie euh, du soutien de l'État aux associations, l'idée, c'était évidemment de creuser et de comprendre quels étaient les autres moyens de soutenir le monde associatif. Alors, autres moyens, et on a intégré quand même le soutien financier dans cette typologie. Et donc, voilà, de creuser un petit peu plus en profondeur. Euh, alors, pour présenter cette typologie, j'aimerais vous expliquer un petit peu les étapes par lesquelles on est arrivé à ces résultats. On a déjà commencé par se demander pour chacun des bureaux, des directions ministérielles, si finalement le monde associatif, si les associations, c'était le moyen par lequel la politique se déclinait, ou finalement si c'était plutôt la finalité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on soutient le monde associatif parce que ça nous aide à atteindre nos objectifs de politique publique, ou est-ce qu'on soutient le monde associatif parce qu'en soi, c'est un objectif de la politique publique. Donc ça, on a essayé de commencer à clarifier ça. Et ensuite, on a essayé de faire émerger les objectifs du soutien de l'État dans chacun des directions. Voilà. Qu'est-ce que cette direction cherche à soutenir dans le monde associatif? Pourquoi? Et ensuite, pour terminer cette typologie, on a essayé de comprendre également le type de relation et de dialogue qu'avaient ces directions ministérielles avec les têtes de réseau et les associations nationales. Et c'est cet ensemble euh, d'indicateurs en fait qui ont permis la construction de la typologie. Donc on a un petit peu mélangé tout ça et au moyen d'un scoring, on est arrivé à la typologie des formes de soutien que je vais vous présenter. Mais avant, j'aimerais juste revenir un petit peu sur les grands objectifs de l'État, puisqu'en fait, c'est important de les avoir en tête pour comprendre ensuite comment on arrivait à la typologie. Donc, on a mis en lumière, alors je me suis servi en fait de ce qui a été, ce que la Fonda vient de euh, publier euh, va publier plus exactement sur les grands objectifs de l'État à partir de notre travail, qui a fait un super schéma et qui explique ces quatre grands objectifs qu'on a pu mettre en évidence. Donc, le premier objectif qu'on a appelé celui
de consolidation. L'acte de consolider, c'est en fait l'objectif de l'État qui vise à finalement pérenniser la structure associative en la rendant robuste sur le long terme. Donc, il s'agit souvent d'un accompagnement à la professionnalisation de l'association, afin qu'elle soit finalement en capacité de répondre aux besoins sociaux, mais aussi à la politique publique dans laquelle elle s'inscrit sur le long terme. Alors, ça peut être un renforcement du point de vue de son modèle socio-économique, ça peut être un renforcement du point de vue de sa gouvernance. On va y retrouver également l'accueil information, qui permet par exemple à une association de trouver l'accompagnateur spécialisé qui saura répondre à son besoin particulier. Alors, dans cet objectif, on a également le soutien financier, hein, dont je parlais tout à l'heure, ou encore la montée en compétence du collectif associatif via de la formation. Donc là, c'est un petit peu ce que vous voyez en haut à gauche, hein, c'est tout ce que ça va regrouper. On a un deuxième grand objectif qu'on a appelé l'articulation, maillage, là, qui va relever davantage de la circulation des informations et des pratiques entre les structures associatives et qui permet aussi les coopérations interacteurs. Alors, interacteurs à la fois entre les associations, mais aussi entre les associations et les pouvoirs publics, entre les acteurs privés lucratifs et non lucratifs. Et ce, hein, à différentes échelles des politiques publiques. On va avoir tout ce qui tient de l'échange de pratiques entre pairs, on va avoir la mise en réseau. Ça permet aussi de faciliter hein, l'essaimage d'expérimentation dans le tissu associatif. On va ensuite avoir le troisième objectif qu'on a appelé observation-objectivation, qui n'est pas le plus aimé, hein, on va le dire comme ça, des services ministériels. Ça recouvre la production de connaissances sur le secteur associatif. Alors, on a quelques directions ministérielles qui parfois en appui avec des directions productrices de ressources produisent directement cette connaissance, mais c'est très rare. Mais c'est plutôt généralement du financement à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a un financement qui est dédié, qui est adressé à des cabinets d'études, des chercheurs, d'autres têtes de réseau pour produire cette connaissance. On a par exemple celle qui est réalisée par Coordination Sud dans le secteur de la solidarité internationale sur les modèles socio-économiques des associations de solidarité internationale, qui est financée hein, par l'Agence française de développement. On va aussi avoir dans ces grands objectifs tout ce qui tient lieu d'espaces de réflexion collective au niveau national, où finalement on va avoir des espaces d'échange, comme le COJ par exemple, pour la jeunesse. On va ensuite avoir plutôt un dernier objectif qui est plutôt celui de la reconnaissance de la légitimation. Et dans ce cadre-là, on va avoir plutôt tout ce qui va recouvrir l'ensemble des procédures de reconnaissance des structures associatives, de leurs projets, donc au moyen d'agréments, de reconnaissance d'utilité publique ou de leurs activités, hein, comme les labels, comme les prix. C'est ce qui va être en fait des labels et des agréments qui vont être donnés par les pouvoirs publics et qui, ce faisant, en fait, vont leur reconnaître une certaine forme de légitimité à participer à l'intérêt général aux côtés de la puissance publique ou le droit finalement d'intervenir dans certaines politiques publiques, ce qui peut aussi renforcer la légitimité de ces structures associatives vis-à-vis d'autres acteurs, pas seulement publics, des acteurs privés, par exemple des acteurs privés lucratifs ou d'autres acteurs du champ de l'ESS. Ça va être, donc ça va permettre aussi de renforcer le niveau de confiance entre les têtes de réseau, les associations nationales et les directions ministérielles sont déjà dotées d'un agrément, d'un label, etc. Parce que c'était d'ailleurs une discussion qu'on a eue et qui était assez intéressante avec la direction générale de la santé qui disait non, sur le principe, l'agrément ne permet pas d'avoir de financement supplémentaire. Non, 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 ça n'a pas été pensé comme ça. Et puis revenant au cours de la discussion en disant, oui, bon, c'est vrai que plus de facilité finalement à adresser les financements à celles qui y sont agréées. Donc on est vraiment dans ce registre-là, à la fois d'une relation de confiance, mais d'une légitimation
de l'activité associative, et si elle n'est pas rentrée dans ce giron quelque part, ça pose question aussi pour obtenir des financements. Donc vous voyez bien qu'en plus les grands objectifs de l'État sont finalement ils sont finalement un petit peu liés les uns aux autres, puisque là, je vous parle de l'objectif de reconnaissance et de légitimation, mais finalement, il est lié à un premier objectif, c'est-à-dire celui de la consolidation, puisque ça permet d'avoir des financements et donc de pouvoir finalement perdurer sur le long terme et donc consolider son activité. Voilà pour la présentation des grands objectifs. J'aimerais maintenant qu'on aborde un petit peu la question de la typologie avec encore cette idée en tête, on reprend à chaque fois ces grands objectifs et le fait qu'ils sont dans cette typologie plus ou moins couverts. Dans certains types, on a, par exemple, dans le premier, les 4 grands objectifs sont couverts par les directions ministérielles, mais par exemple, dans le dernier, on va en avoir qu'un seul, c'est-à-dire la reconnaissance et la légitimation. C'est-à-dire que certaines directions ministérielles ne vont pas couvrir ces 4 objectifs, donc c'est un jeu, certains vont en avoir 2 sur 4, d'autres 1 sur 4, donc je vais expliquer ça un petit peu, puis à chaque fois, on va essayer aussi de qualifier le type de relation, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Le premier soutien que vous voyez en 1, c'est le soutien partiel et institué, une relation de compagnonnage. Là, en fait, on a un soutien partiel parce que finalement, on ne vise qu'une partie des objectifs que j'ai précédemment cités. On est plutôt dans une relation qui est instituée de longue date, puisque là, on est dans des relations qui ont souvent été, qui sont souvent de très longue durée et qui sont structurantes entre, pour à la fois la direction ministérielle dont il est question, mais aussi pour celle des têtes de réseau ou des associations. Euh, Là, on est surtout dans un objectif de consolidation, d'ailleurs surtout via un apport financier par appel à projet, voire par convention pluriannuelle d'objectifs, par CPO donc, mais on est aussi beaucoup dans l'objectif d'articulation et de maillage. On va retrouver en exemple typique dans ce type de soutien par exemple, la culture, le champ de la culture, du soutien aux associations qui sont plutôt du champ des pratiques culturelles amateurs, où en fait, là, l'idée, c'est finalement, on est sur des relations euh, de compagnonnage vraiment de longue date entre les directions ministérielles et les associations qui finalement, l'une sans l'autre, n'arrivent pas vraiment à travailler. Il n'y aurait pas de politique publique si les têtes de réseau n'étaient pas là et inversement proportionnel, il n'y aurait peut-être plus de têtes de réseau si l'État ne soutenait pas. D'ailleurs, malgré les défaillances de l'un et de l'autre, hein, la baisse en partie du budget pour la pratique amateur et aussi une baisse du budget adressé à ces fédérations avec d'ailleurs des véritables questions, puisque c'était un échange que j'avais avec le bureau des pratiques amateurs du ministère et qui m'expliquait que bah, dans le champ de la culture, il y a des fédérations qui sont inscrites dans le champ depuis longtemps, qui portent un certain nombre de dispositifs, mais qui commencent de plus en plus à être des formes de coquilles vides parce que difficultés en termes d'engagement, difficultés aussi en termes de modèle socio-économique parce que la dotation de l'État baisse et en même temps l'État a besoin de cette tête de réseau pour fonctionner. Donc, il y a une vraie interrogation autour du devenir en fait de cette politique publique si l'un ou l'autre finalement perd du budget ou perd sa capacité à remplir sa mission dans cette politique publique. On a aussi dans le cas de la délégation à la sécurité routière avec l'association prévention routière, mais il y a un nombre d'exemples dans ce soutien partiel et institué. Voilà, donc ça, finalement, la politique publique est vraiment adossée au devenir des têtes de réseau et le soutien se fait par ce truchement, mais empêche du coup aussi de nouvelles structures potentiellement de rentrer dans ce soutien-là. Il y a vraiment en fait un lien assez fort entre ces structures. Le deuxième, alors c'est un petit peu notre super-héros du soutien. On a ce soutien multiforme, c'est-à-dire qu'on couvre tous les grands objectifs de l'État que j'ai précédemment euh, explicités. On va même avoir la question de la production de connaissances, qui va d'ailleurs être au cœur de la relation entre les directions ministérielles et les associations. On peut penser par exemple à la CNAF, au niveau qui travaille, qui échange avec les associations de cette manière-là. On peut aussi avoir l'ANCT en tête. Alors nous, quand on a fait l'étude, ça s'appelait encore CGET. On va aussi avoir la JEVA. Et là, on a clairement
Voilà, tout est couvert. On a la consolidation, on a l'observation, on a l'articulation maillage, on a les agréments pour la reconnaissance. On a des directions ministérielles qui produisent des outils, des kits qui sont proposés en ligne, des formations qui sont réalisées ou en tout cas qui sont financées. On va avoir un soutien financier qui emprunte plusieurs voies, à la fois l'appel à projet, à la fois le soutien pluriannuel. Et on est très rarement ici, très très rarement, voire quasiment pas du tout dans l'appel d'offres. Donc là, on est un peu dans les champions du soutien. Alors, les champions du soutien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, hein. On n'est pas non plus dans un monde de bisounours. On a des directions qui font face aussi à des baisses de dotation qui impactent les têtes de réseau. Mais disons qu'il y a, en tout cas, d'ailleurs, dans ces directions ministérielles aussi à dire une relative assise militante à l'égard, si ce n'est du monde associatif, en tout cas de l'économie sociale et solidaire, et ce, même, par exemple, jusqu'à l'Agence française de développement, qui pourtant est d'origine d'une banque, elle va appeler, alors, appuyer évidemment et à la demande des têtes de réseau dans le milieu, un dispositif initiative OSC 72. Hein. L'idée, c'est d'avoir un dispositif qui reconnaisse le droit à l'initiative et l'indépendance des organisations de la société civile. Hein. C'est comme ça qu'elles sont nommées dans le champ, les associations, lorsqu'elles proposent des projets à financer, c'est-à-dire que l'État n'est pas en position de commandeur, euh, mais finalement ouvre la possibilité aux associations de proposer des choses à financer et d'être plutôt dans l'initiative. On a ensuite la troisième type de soutien. On va être plutôt dans quelque chose qui est appuyé seulement sur l'objectif de reconnaissance, de légitimation dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir des directions ministérielles qui ne sont articulées qu'autour d'une procédure réglementaire qui vise à reconnaître l'appartenance ou la légitimité à intervenir des associations dans un champ particulier des politiques publiques nationales. Alors, ça participe au soutien. On a estimé que cette reconnaissance, elle participe au soutien, encore une fois, parce que ça appuie la légitimité à intervenir et ça appuie aussi la légitimité à demander par ailleurs à d'autres directions, à d'autres ministères, d'autres formes de soutien. Donc, en fait, c'est finalement quelque chose qui est largement corrélé. Mais alors, dans ce cas-là, on a vraiment un soutien qui, on va dire, est une forme de soutien très, c'est peut-être pas le terme, mais très léger, c'est-à-dire qu'on va vraiment être sur un accompagnement qui est articulé autour de cette procédure de reconnaissance. On va s'intéresser à leur statut, non pas pour les faire bouger, les associations, pour qu'elles vivent mieux leur vie d'association, mais plutôt pour qu'elles remplissent les conditions vis-à-vis de cette procédure réglementaire. On va avoir, par exemple, dans ce cadre-là, si vous connaissez, mais la demande d'un agrément pour la représentation des usagers du système de santé, hein, dans le cadre de la participation des associations à la démocratie sanitaire. Hein, ça s'est porté euh, par la commission en fait, qui siège à la direction générale de la santé. Voilà, on va typiquement être dans cette forme d'accompagnement euh, et, euh, et qui va finalement, reconnaissance, voilà, qui va participer à d'autres formes de soutien, mais surtout, on a une relation avec les associations de ces directions qui sont très distancées. C'est-à-dire qu'elles connaissent en fait les directions qui portent ces procédures réglementaires et qui sont que dans ce type de soutien, connaissent très mal le secteur, ont peu de dialogue avec le secteur associatif. Euh, on a surtout pas du tout, par exemple, de compétences en interne de personnes qui auraient déjà eu un parcours professionnel dans le monde associatif ou qui auraient déjà finalement eu des carrières, même dans le public, plutôt spécialisées sur l'accompagnement du monde associatif. On est plutôt voilà, sur des attachés qui sont sur de la procédure réglementaire. La quatrième et dernier type de forme de soutien au niveau national aux associations, c'est un petit peu celle qu'on a appelée une relation intéressée. C'est-à-dire qu'on a un soutien qui est généralement appuyé que sur un seul objectif, qui est celui de la consolidation. Euh, L'idée, en fait, c'est finalement de les financer pour qu'elles mettent en place la politique publique et qu'elles soient en capacité de mettre en œuvre la politique publique sur le long terme. Et en fait, on les fait tenir qu'avec finalement ce type de soutien. Donc, on va retrouver beaucoup de soutien financier avec alors, des appels à projets nationaux, mais aussi des marchés par appel d'offres.
et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rarement dans ce type des subventions, euh, des appels à initiative. Euh, on a, on peut parler même ici de soutien indirect au secteur, puisque finalement, la volonté d'appui au monde associatif, elle est secondaire. On a vraiment comme objectif principal, en fait, euh, le déploiement de la politique publique du ministère. Les associations sont très peu orientées vers les dispositifs d'accompagnement connus, comme le dispositif local d'accompagnement, les maisons des associations, le fonds de développement de la vie associative. Enfin, ces outils-là sont très peu maîtrisés par les directions ministérielles. Alors, on a parfois des conseils qui peuvent être fournis ponctuellement, de manière bilatérale, sur des notions, par exemple, juridiques. Voilà, les directions vont aider comme ça le monde associatif, mais là encore, on a peu la compétence d'accompagnement au monde associatif qui est présente. Et parfois même dans le cadre d'appels à projets ou de marché, ben, on a des situations de mise en concurrence des associations avec d'autres structures. Alors j'ai en tête ce qui se passe au ministère de la Défense, dans une des directions qu'on a rencontrées, où en fait, bah, pour un même appel à projet, on a des établissements scolaires, des associations euh, qui peuvent répondre. Alors, ils ont des CERFA différents, mais le traitement est exactement le même et parfois même peuvent répondre des entreprises lucratives. Et en fait, il n'y a pas du tout de... Voilà, on comprend que c'est un statut un peu différent, mais il n'y a pas forcément en fait voilà, de soutien spécifique. Juste, on utilise quelques outils qui sont connus pour aider, mais c'est vraiment à la marge. Et ça, au niveau national, euh, on est quasiment sur la moitié des directions ministérielles, en tout cas qu'on a rencontrées, qui fonctionnent plutôt dans ce modèle-là. En fait, c'est plutôt ce type de soutien qui est la norme, pour le dire en ces termes. C'est ce qu'on a vu le plus souvent. Ça mériterait à être étendu, à être vérifié sur l'ensemble des ministères, puisque encore une fois, je vous l'ai dit, certains n'ont pas ouvert leurs portes. Mais en tout cas, c'était l'impression, en étant une enquête qualitative, ça reste évidemment à peut-être vérifier par d'autres voies méthodologiques, mais c'était en tout cas notre constat avec Emmanuel Porte, donc, qui est mon collègue avec lequel j'ai réalisé cette enquête. Avant d'aller un petit peu plus loin, peut-être dire que ce soutien à la vie associative, au sein de l'État, il n'existe pas, il ne pourrait pas se faire euh, s'il n'y avait pas par ailleurs, notamment dans les cas 1 et 2, euh, le rôle en fait des têtes de réseau pour porter ce soutien à la vie associative. Je citais tout à l'heure Coordination Sud notamment au moyen du FRIO, porte une grosse politique de structuration à la vie associative qui est demandée d'ailleurs par l'Agence française de développement, qui elle-même est opératrice du ministère des Affaires étrangères. On a besoin des têtes de réseau pour ce faire. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi questionné les têtes de réseau sur leur participation finalement à ce déploiement des politiques publiques, ce qu'on retrouve quelque chose qui est assez connu hein, dans le champ de l'action publique, c'est-à-dire qu'on a un État stratège qui est un petit peu donneur d'ordre, qui dit, ah, alors moi, je voudrais que ça se soit fait, ça se soit fait, qu'on soutienne de cette manière-là, mais en fait, souvent, il n'y a pas la ressource opérationnelle pour faire appliquer la politique publique. On rentre plutôt voilà, dans l'action publique et c'est les têtes de réseau qui prennent en charge davantage la dimension opérationnelle. Et donc, comme j'expliquais, par exemple, Coordination Sud. Et donc, on a été demandé aux têtes de réseau, 19 têtes de réseau de notre corpus, de répondre à cette question. Finalement, euh, comment vous percevez votre manière de contribuer au soutien à la vie associative, à la fois vis-à-vis de l'État et de ce que vous faites à destination de vos membres et de vos non-membres d'ailleurs. Et donc, on a eu un certain nombre de réponses. On avait par exemple beaucoup de réponses des têtes de réseau qui étaient plutôt sur la consolidation de la représentation d'un secteur ou d'un champ d'activité à l'égard de l'État qui est attendu et d'un plaidoyer qui vise notamment à faire remonter tous les besoins associatifs des territoires et d'ailleurs pas toujours de leurs membres stricts. Hein. Souvent d'ailleurs il y a cette vocation à embrasser un monde associatif et pas directement les membres stricts de la gouvernance fédérale. Les têtes de réseau nous ont aussi parlé de l'identification et de l'aide à l'émergence de nouvelles problématiques. Alors, émergence parfois d'innovation, de projets, mais aussi de nouvelles problématiques qui seraient rencontrées par le tissu associatif. Elles nous ont parlé aussi de la mutualisation de l'expertise, puisqu'elles sont souvent en position de produire une connaissance qui serait potentiellement utile pour leurs membres et par ce moyen-là,
elles estiment qu'elles contribuent également au soutien à la vie associative. Et là encore, à la fois pour leurs membres et pour les non-membres. Et puis, on a eu des discussions assez intéressantes finalement avec euh, plutôt ce qui concerne la notion de territoire et de comment une tête de réseau qui agit au niveau national peut aider ces membres qui sont souvent inscrits, ancrés dans des territoires. Alors, il y a des perceptions très diverses selon les têtes de réseau. Alors, on a vraiment enquêté têtes de réseau dans tous les secteurs d'activité, parce qu'on essayait de faire un lien entre tête de réseau et champ d'activité et le ministère qu'on rencontrait pour avoir vraiment cette ligne interne d'action publique. Donc, on a vraiment essayé de couvrir un large champ de têtes de réseau. Et donc, on a certaines têtes de réseau qui nous ont parlé, par exemple, de logique d'équilibre dans le développement territorial avec un souci d'équité entre les associations qu'elles vont chercher à soutenir. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir une, une aide ou de se constituer en ressources et en soutien de manière très équitable pour toutes les structures du réseau et avec parfois une notion de centralité budgétaire, c'est-à-dire que chaque association peut prétendre à un certain montant de budget qui est donné par la fédération. C'est ce qui assure finalement l'équité dans tous ces territoires. Ça, c'est évidemment une vision très, j'allais dire jacobine, mais bon, pas exactement. Mais qui s'opposent à d'autres têtes de réseau qui vont dire au contraire, mais en fait, on ne peut pas faire ça, puisqu'en fait, l'équité, elle est impossible à obtenir au niveau territorial, puisqu'il y a trop de spécificités territoriales et qu'on ne peut pas décréter qu'on soutient tout le monde de la même façon, qu'il faut donc appréhender avec les spécificités territoriales. Et pour ce faire, il faut sortir d'une forme de gouvernance pyramidale, donc plutôt fonctionner en réseau qu'avec une, une déclinaison d'une gouvernance pyramidale et finalement les soutenir un peu de manière plutôt ad hoc en fonction des difficultés qu'elles rencontrent avec la difficulté, deux difficultés. La première, c'est la logique concurrentielle que ça peut avoir, parce que du coup, certaines dans des territoires qui seraient peut-être plus compliqués en termes de ressources seraient plus aidées alors que d'autres non. Donc avec cette question de la logique concurrentielle et puis cette question aussi pour la tête de réseau qui a du mal, en tout cas ce qui est revenu dans le discours, à cerner ce qui peut être fait au niveau territorial. C'est-à-dire, ok, c'est bien de pouvoir aider avec les spécificités territoriales, mais comment j'aide si je ne maîtrise pas, si je ne connais pas le territoire et si j'ai finalement, même moi-même en interne, pas les ressources pour appréhender ces spécificités territoriales et les nouveaux projets qui sont mis en place par les fédérations locales ou les associations locales. Donc, on a vraiment cette problématique aussi de la notion de territoire qui était très importante pour les têtes de réseau et qui était beaucoup plus absente, par contre, du discours des directions ministérielles pour qui, en fait, c'était quasiment pas l'objet. Je nuance peut-être pour deux directions, euh, qui est, enfin, une agence et une direction, qui est l'ANCT et la JETBA, donc la direction de la jeunesse, qui est un vrai intérêt pour une déclinaison territoriale, même si peut-être pas toujours les moyens. Et sur cette bonne parole, je te passe la parole, Luciana. Donc, merci beaucoup, Mathilde, pour cette présentation très riche. Donc, je vous rappelle juste qu'après ma petite intervention, on peut avoir le droit de poser des questions et d'en discuter. Donc, ma petite intervention autour de divergence, convergence au niveau local, elle est très simple et sans prétention de répondre à la question sur l'influence du contexte territorial sur la construction de l'action publique, ni la place et le rôle des acteurs publics et privés au niveau local, parce que tout ça, ça demande vraiment une recherche plus approfondie, comme d'ailleurs Mathilde a donné comme piste de recherche dans son rapport. J'aimerais proposer plutôt une articulation avec l'ESS d'une manière générale, un petit peu mon travail de thèse dans le sens de montrer d'où je parle, parce que quand on fait la recherche académique, comme vous le savez, on a plusieurs approches théoriques et plusieurs courants de pensée, et donc c'est toujours intéressant de montrer d'où je parle, qui ça va influencer forcément mes propos. Mais aussi l'expérience au sein du réseau, principalement avec les observatoires de la vie associative, qui ça nous montre quand même
quelques constats et à partir de tout ça, je vais identifier quelques pistes de convergence et divergence entre les politiques publiques au niveau national et au niveau local. Donc, pour contextualiser, mon travail de thèse vise à mieux comprendre la relation entre les associations et les territoires. Dans l'épisode 1 de Décrypter la recherche, j'avais présenté le science mapping que j'ai réalisé sur la littérature au niveau international entre le lien entre les associations et le territoire. Donc, nous avons vu que dans la recherche académique et au niveau international, il y a deux approches qui sont beaucoup mobilisées pour comprendre qu'est-ce que c'est une association finalement. Soit on va être dans l'action collective communautaire, soit on va apprendre l'association comme une entreprise sociale. Donc, vous voyez qu'il y a des enjeux de comment on en apprend les choses. Deuxièmement, le territoire il va être souvent mobilisé en termes d'espace administratif. Donc, ça fait un peu écho à l'intervention de Mathilde. Et soit donc le territoire est plutôt un espace administratif, soit il est aussi en lien avec la question du développement local. Si le sujet vous intéresse, donc comme dit Marie dans le chat, le replay est disponible normalement sur la chaîne YouTube de NMA. Et donc, dans mon cas, pour mieux comprendre ce lien association-territoire, on va considérer le territoire plutôt comme une construction sociale et pas juste comme un espace administratif. On va s'interroger sur la territorialisation des associations. Donc, non seulement l'espacialisation des associations, comment elles sont divisées dans l'espace, mais le processus de construction par les acteurs des relations entre les organisations et les individus, donc la construction du territoire. Si on regarde de manière plus générale le rapport OSS et territoire, on constate par exemple que la loi juillet 2014, dite loi OSS, le rapport OSS et au territoire, pardon, est souvent défini par deux axes. D'une part, la territorialisation de l'activité économique et des emplois, et d'autre part, l'inscription dans les politiques publiques territoriales. Si j'interprète un petit peu, on peut dire que les politiques publiques territoriales vont aussi façonner la constitution de l'OSS, mais la constitution, dans notre cas, de tissu associatif. C'est un peu ces enjeux-là que je travaille aussi dans ma thèse. Et on regarde que finalement, si on dit tout simplement comme ça, soit par l'activité économique, soit les politiques publiques, il y a une homogénéité de rapports. On essaye de homogénéiser des rapports qui sont beaucoup plus complexes entre les organisations et leur territoire. Et d'ailleurs, on sait, la recherche a déjà démontré que la territorialisation de l'OSS, d'ailleurs, ne va pas toute seule, ne va pas de soi. Donc, cet ancrage, elle n'a pas créé comme ça. Il y a des facteurs pour mieux comprendre. Et dans le cas de la thématique aujourd'hui, il me semble que si nous voulons analyser l'influence du contexte territorial sur la construction de l'action publique, il serait important de considérer que ces relations sont autant façonnées par les caractéristiques des territoires, donc les spécificités territoriales qui disait Mathilde, mais aussi les spécificités et stratégies des associations elles-mêmes. Il me semble aussi que ce serait intéressant de comprendre la manière que les politiques nationales vont se décliner au niveau local, au niveau du territoire, et leur appropriation par les acteurs, comme les spécificités du territoire, l'appropriation, ce n'est pas la même. Euh, Tout ça étant dit, à mon avis, les questions de convergence ou divergence peuvent être liées, par exemple, à la répartition de la vie associative par secteur d'activité ou les traitements de la vie associative par silo pour créer des problèmes, par exemple, avoir plusieurs interlocuteurs, mais aussi de lisibilité des politiques publiques et une manque de transversalité de la vie associative. Il me semble que la présence, par exemple, d'un référentiel, d'un élu ou d'un dispositif dédié peut jouer dans le renforcement de cette transversalité et de dialogue entre les acteurs institutionnels et associatifs. Parce que, par exemple, si on dit
une ville qui est en assise de la vie associative ou un comité local de la vie associative, c'est pas, il va avoir ce dialogue, cette transversalité d'une manière euh, totalement différente d'une ville qui n'en a pas. Je dirais même que les observatoires de la vie associative peuvent aussi contribuer à créer cette transversalité et, euh, et donc d'avoir plus de dialogues et ça va aussi influencer dans cette manière de déclinaison de politique nationale et d'appropriation. Et pour finir, je pense que, comme disait Mathilde, les têtes de réseau ont déclaré qu'il y avait leur rôle de plaidoyer et tout ça. Et on constate ça aussi au niveau des OLVA, parce que les associations vont nous dire, ah oui, on adhère à un réseau, pas seulement pour avoir un appui logistique, mais aussi parce que les réseaux vont représenter nos intérêts. Donc, je pense que cette constitution en termes de réseau et d'organisation des associations peuvent influencer l'appropriation des politiques publiques au niveau du territoire. Donc, cela me permet de passer la parole à Mathilde pour approfondir et après on passe aux questions. Merci Luciana. Alors, pour conclure un peu sur ce qu'on a pu présenter, alors, je vais essayer de repartager. J'ai l'impression qu'il y avait des problèmes de partage tout à l'heure, c'est ça? Est-ce que vous voyez bien vous voyez bien là? Là, on voit, ouais. Tout à l'heure, vous voyez pas? C'est embêtant. Non, non, avant, on voyait, mais pas, je sais pas si, non, je pense qu'il n'y avait pas trop de diapos. Non, c'est bon. Par contre, Ok. là, on voit pas trop grand. Je peux mettre du grand. Merci. Est-ce que là, on est sur, c'est bon, les remarques conclusives? Ok. Peut-être, donc, pour conclure, ce qui nous a le plus surpris, en fait, dans la recherche, et le chat, tu me diras si ça te surprend aussi, c'est que déjà, il n'existe pas finalement de politique de soutien à la vie associative unifiée. Alors, il y a plutôt des tentatives de coordination hein, qui sont portées par euh, plutôt, on va dire, la JEB20, en tout cas, ce qui reste, je veux dire, c'est un peu comme ça, du ministère de la Jeunesse. Mais il n'existe pas de politique de soutien à la vie associative unifiée, déjà parce que les ministères, les directions ministérielles euh, se parlent pas, se parlent peu. C'est un premier constat. Et même au sein d'un ministère, les directions ont du mal à échanger ensemble sur le sujet soutien à la vie associative. Ça, c'est des choses en fait qui nous ont, voilà, qui nous ont surpris. Il n'y a pas forcément euh, de, de, voilà, de grande orientation générale de l'État sur ce qui serait un soutien à la vie associative. Alors, euh, évidemment, par contre, il y a des rapprochements entre, entre certaines directions ou certains ministères qui parlent très fortement et on a des habitudes de discussion ensemble. Par exemple, le, la, la CNAF, la NCT, la JEBVA, enfin, des arènes en fait où ça discute vie associative, ça discute des attributions de financement, mais c'est effectivement pas comme ça partout et de tout temps. On a souvent, et ça c'était un autre constat, des formes de soutien à la vie associative, hein, pour reprendre la typologie, qui sont corrélées finalement à la nature des relations acteurs publics associations. C'est-à-dire que la façon dont est pensée la relation, le dialogue avec les associations, ça va avoir un impact sur la façon dont le secteur associatif est soutenu. Plus vous avez de dialogue avec les associations, plus le dialogue est ouvert, vise à la co-construction, plus finalement le soutien va être vaillant, diversifié, où on va chercher à mieux connaître aussi les partenaires qui discutent avec l'État. Et ça, c'est en fait, c'est valable en fait pour toutes les directions qu'on a rencontrées. Et on a un parent pauvre, c'est que finalement, la connaissance sur le secteur associatif, elle apparaît souvent comme secondaire dans les déclinaisons politiques, c'est-à-dire que c'est pas, euh, c'est parfois inexistant. Parfois, quand elle existe, ce n'est pas une aide à la décision. Alors même qu'on le voit, on peut le voir par exemple avec les OLVA pour le RNMA, en fait, au niveau local, c'est très porteur de produire de la connaissance sur le tissu associatif en termes de politique publique, en termes d'orientation stratégique de la politique publique. Donc, et ça, en fait, voilà, au niveau ministériel, c'est soit un impensé, soit un oublié. Voilà un peu pour les grandes remarques sur ce travail. Et je vous remercie de votre écoute. Et
on est là pour les questions. Merci beaucoup, Mathilde. Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat si vous voulez, ou vous pouvez aussi lever la main et poser vos questions. On est à disposition. Pas de questions? Si vous avez des remarques aussi, N'hésitez pas, on est super sympa. Vous pouvez nous faire part aussi de votre expérience. Peut-être que ça vient à défaut de ce qui a été dit ou au contraire, ça corrobore ce qui a été dit. Denis nous indique dans le chat du coup qu'il y a un ressenti de financement en lien avec des visées clientélistes. Euh, Est-ce qu'une envie de réagir? Tu veux réagir, Luciana, ou... allez-y. Hmm. Tu veux réagir ou tu veux que je réagisse? Tu peux y aller si tu veux. Ouais. Sur, sur cette dimension. Alors, c'est pas quelque chose qu'on a particulièrement travaillé nous, dans notre recherche. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un effet euh, de monopole, c'est-à-dire que les directions ministérielles, elles ont tendance à favoriser euh, le fait de discuter plutôt, si possible, avec un seul interlocuteur. Évidemment, pas toutes, mais il y a quand même cette tendance-là qui sont un peu bon, mutualiser votre parole, mutualiser vos forces, les associations, les têtes de réseau, et nous, on parle qu'à une personne, quoi. Enfin, on se simplifie un peu la. Et avec eux. Évidemment, c'est pas forcément une volonté des têtes de réseau, mais il y a quand même cet effet-là. Et c'est très flagrant, par exemple, dans le milieu de la solidarité internationale. Voilà, il y a des secteurs d'activité où c'est plus vrai. Donc, il y a cet effet plutôt, mais plutôt un effet de monopolisation dans le dialogue, pas forcément dans la captation des financements au niveau national. Après, sur la partie clientélisme, là, il y a une recherche qu'on a publiée à l'INJEP sur euh, l'autonomie de financement des associations et le rapport aussi euh, aux alternances politiques du financement. Et c'est assez intéressant, c'est un rapport qui est publié par Julien Talpin, si vous connaissez sans doute son nom, qui est directeur de recherche CNRS et qui travaille hein, sur cette question de l'autonomie associative. Et voilà, et qui montre que finalement, il y a des effets de clientélisme, mais peut-être pas aussi marqués euh, qu'on pourrait euh, on pourrait le dire comme ça dans les discours, avec après l'idée qu'il a travaillé sur un seul territoire, limité dans le temps. Donc évidemment, ça mériterait peut-être d'être travaillé euh, sur plus de territoires, avec plus d'associations et plus de cas de relations avec les pouvoirs publics. Mais je crois que c'est un travail en cours qui est fait par un collectif de chercheurs actuellement. Je ne sais pas si ça répond, Denis, à la question. D'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas. Pour celles et ceux qui voudraient intervenir peut-être directement et prendre la parole, donc vous avez la possibilité de lever la main. Il y a un onglet réaction en bas. Euh, voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez. On a Sophie dans le chat qui nous indique des retours qu'ils ont des associations sur le territoire et qu'ils passent plus de temps à remplir des dossiers qu'à être sur le terrain. Tu veux répondre, Luciana, sur le territoire, c'est plus comme tu veux. Oh, mais je n'ai pas vraiment compris. Parce que Sophie, c'est d'un réseau, c'est ça? Parce que oui, parce qu'il y a toujours cette question de remplissage des dossiers. Voilà, c'est En fait, si je peux oui, préciser, c'est que quand donc moi je travaille au département des Pyrénées-Atlantiques
et on a un maillage territorial qui fait qu'on accompagne beaucoup d'associations. Et quand on les Mhm. réunit pour échanger sur des projets qu'elles défendent, en fait, souvent, elles nous disent que la multiplicité des dispositifs enfin, financiers ou d'accompagnement à destination des associations sont très chronophages en termes de temps et que souvent elles ont cette impression pour pouvoir agir, elles ont besoin de financement. Pour pouvoir avoir des financements, elles doivent répondre à des dispositifs qui existent et qui sont de plus en plus nombreux, avec des temps de réponse de plus en plus courts, quelle que soit la source du financement, hein, que ce soit public ou privé. Et c'est une vraie problématique pour elles sur le terrain parce que du coup, elles perdent un peu le sens de l'action au profit d'un travail administratif qui en plus n'est pas souvent financé par les dispositifs. Les frais de fonctionnement des associations sont pas toujours éligibles dans les dispositifs. Donc souvent, tout le temps qu'elles passent à répondre à des dossiers, elles, enfin, voilà, c'est un peu à fond perdu en fonction des réponses positives ou négatives qu'elles ont par rapport aux dispositifs financiers auxquels elles postulent. Ouais, ça rejoint un peu les commentaires que j'avais fait aussi, la question de la lisibilité des politiques publiques, la multiplication des dispositifs, ça peut être un problème et aussi le traitement par silo. Il y a des tentatives, en tout cas au niveau national, de simplifier la vie associative, hein, qui passe aussi beaucoup par le numérique, ce qui pose aussi d'autres questions. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il y a une prise de conscience au niveau national pour cette question. Mais je pense, tant qu'on sortira pas et qu'on sera pas justement sur moins d'appels d'offres, moins d'appels à projets et plus de CPO, bon, je pense que il y a aussi la question des financements. Au-delà de la simplification des dossiers à monter, il y a aussi la simplification des financements et puis pouvoir d'assurer la survie associative dans le temps sans qu'elle ait à remontrer patte blanche tous les 6 mois. Par exemple, je sais que c'était une dynamique. Euh, la CNAF, en fait, au départ, avait demandé à faire, avait commencé à monter des subventions avec à chaque fois, annuellement, des évaluations avec des dossiers à montrer pour les têtes de réseau qui demandaient des subventions. Puis finalement, en fait, en discutant avec elles, elles se sont rendues compte mais que c'était pas possible parce qu'en fait, elles faisaient ça au lieu de finalement soutenir leur réseau ou faire ce pourquoi elles étaient payées par la CNAF. Donc en fait, il y a eu non, bah, en fait, non, on va pas le faire tous les ans, on va le faire tous les 2 ans, voire on fait des avenants pour que ce soit tous les 3 ans. Et il y a quand même parfois cette écoute. Et là encore, et j'insiste, ça dépend aussi de la qualité du dialogue entre le partenaire public et les associations. Et la volonté d'écoute aussi. D'autres questions ou de remarques? Si vous n'avez pas de questions, ouais, 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 le financement pluriannuel, il faut être une boule d'oxygène, c'est sûr. Euh, si vous n'avez pas de questions, je remercie encore une fois Mathilde pour sa participation de la recherche, à Marie pour le soutien logistique et à toutes les participants. Euh, je vous souhaite du coup une belle journée et au épisode 3. Donc, ah oui, avant de partir, juste l'épisode sera mis à disposition et le diaporama aussi. Merci. Je ne sais pas si Luciana, je mets le lien euh, du rapport dans le chat. Ouais, ça peut, mais après, on peut l'envoyer, hein, je l'ai téléchargé, on peut envoyer aux participants. Je crois que je peux le capter en super rapide. Si jamais vous l'avez dans le chat. Mm.
Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.